Mais Saint-Méry, c'était un quartier extrêmement important au Moyen Âge et j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce quartier, que vous nous disiez ce qu'on y aurait trouvé, mettons au XIVe siècle, objet de votre étude. Oui, le quartier Saint-Méry, au XIVe siècle, c'est pour moi tout de suite la querelle, le litige entre la paroisse, le curé de l'église, les paroissiens, les habitants et les prostituées de ce quartier. Je le trouvais aux Archives nationales dans un registre de justice. Les prostituées, comme on disait au Moyen-Âge d'une façon plus belle, les filles de joie, ou bien dans le langage ecclésiastique, les femmes folles de leur corps, avaient ici leur quartier général. Et les paroissiens et l'Église n'étaient pas contents du fait que l'Église se trouvait presque entourée par ces maisons qu'on appellerait plus tard maisons closes. Et les filles de joie de ce quartier ont eu un très bon avocat qui, devant la cour parisienne, les défendait en disant que elles font un métier utile, un métier qui est nécessaire. Elles cherchent à ne pas empêcher les services divins, au contraire, elles font un certain effort pour aider l'Église et elles sont des filles très attachées à l'église Saint-Méry. Oui, c'est un procès qui est pittoresque pour un lecteur de maintenant, mais c'est un procès qui permet de découvrir les réalités de la vie médiévale. C'est saint Thomas d'Aquin qui a présenté le problème d'une façon théorique. Est-ce que une fille de joie a droit à son salaire? Et il y a tout un développement où saint Thomas déclare que c'est peut-être pas très beau, que l'homme a besoin de tels services, mais l'homme est un pécheur et il vaut mieux donc qu'il y ait des femmes qui font ce métier-là, et puis puisqu'elles font ce métier-là, elles ont besoin de vivre et elles ont donc droit au salaire comme tous les autres. Voilà, l'église Saint-Méry, quartier Saint-Méry, ça me rappelle tout de suite une pièce de dossier, une pièce d'archive. Dans un tel centre, on avait besoin donc de ces services aussi. D'abord, pour une population ouvrière qui était une population de célibataires, pour le port, les marins, mais aussi pour l'université, parce que l'université, à l'époque, c'était une institution cléricale. Et il y avait dans tous les centres où il y avait cette population cléricale, il y avait les filles de joie, tout un service professionnel des filles de joie. Comment elle exerçait ce métier? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait des catégories différentes. C'était une sorte de stratification sociale, professionnelle. Il y en avait donc des filles de joie qui desservaient la cour royale, c'était l'aristocratie de ce métier qui était le mieux payé et qui disposait aussi de logements très bien situés. Dans un registre judiciaire aussi, j'ai trouvé des plaintes d'une prostituée habitant la rue des Lombards, tout près d'ici, qui, quand elle allait à l'église, elle demandait à sa domestique de porter devant elle un livre d'heures très beau, un manuscrit très beau. Et alors, les bourgeois se sont plaints qu'elle fait semblant d'être une petite princesse. Et la raison pour laquelle on a demandé au XIIIe siècle que les filles de joie portent un signe spécial, comme les lépreux, comme les juifs, c'est pour qu'on puisse les discerner. Et on disait que à l'église Notre-Dame, à la cathédrale, une fois, une des reines de France, au moment de passer
le baiser d'épée, sans le savoir, a embrassé une fille de joie. Alors pour que la chose ne puisse pas se répéter, on demandait que ces filles de joie portent un signe particulier. Alors revenons à cette professionnalisation, cette stratification professionnelle. Dans les quartiers où nous sommes, les filles de joie faisaient leur métier dans l'arrière-boutique. C'est-à-dire c'était derrière les ateliers d'artisans ou derrière une boutique qui faisait du commerce, il y avait des petites chambres. Et c'était dans ces chambres-là qu'elles pratiquaient ce métier. Entre les filles de joie de ce quartier-ci et les filles de joie qui desservaient les cours princières et la cour royale, il y avait des différences de statut social. Moi, l'historien des pauvres, l'historien des gueux, le monde qui m'intéressait le plus, ce n'était pas ceux qui étaient à l'intérieur de l'Église, mais surtout ceux qui attendaient devant l'Église. Il attendait les uns, les mendiants, une aumône, les autres, les ouvriers, une embauche. On peut dire que la stratification sociale avait une expression dans l'architecture elle-même. Quand on arrive à voir qui est-ce qui habitait les maisons comme les maisons de quartier où nous sommes, on s'aperçoit qu'au premier étage, c'était les grands bourgeois. Au deuxième étage, les artisans aisés, bien situés. Mais il y avait le troisième étage. Et ce troisième étage, c'était des chambres toutes petites dans lesquelles étaient entassés les ouvriers. Je cherche dans les maisons en face desquelles je suis les ombres de ceux dont la vie me passionnait. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas de source de revenus, qui doit travailler de ses mains et on peut dire que tout d'abord, la plus grande masse de ces gens dans la population parisienne, c'était les prolétaires, les pré-prolétaires, ceux qui louaient leurs bras. Mais il y avait aussi d'autres, et c'était ceux qui ne travaillaient pas, qui refusaient de travailler, les vagabonds. En 1956, quand je suis arrivé donc la première fois à Paris, je suis arrivé au moment où un sociologue parisien présentait sa grande thèse sur le clochard parisien. J'étais absolument fasciné par cette thèse, ce livre, un livre qui s'est avéré faux empiriquement, parce que les clochards racontaient à ces sociologues des choses qui n'étaient pas vraies. Ils racontaient ce qu'ils voulaient entendre. Et un de ces clochards, professeur du lycée de son métier, avant de devenir clochard, a écrit une lettre au Monde en disant tout le matériel empirique dont se sert le sociologue est absolument faux. Je peux vous décrire Messier X, Messier Y, quelle est la vraie vie, le vrai destin. Tout était faux. Tout était faux. Mais l'image générale, de mon point de vue, était vraie. L'image générale des milieux, de la présentation de destin des individus qui refusent la vie sociale, qui refusent de participer, eh bien là j'ai trouvé non seulement l'explication de l'existence des clochards que je croisais en passant par ce quartier ou dans le quartier latin, mais j'ai retrouvé aussi mes vagabonds du XIVe siècle. Parce que de quoi dispose un historien du Moyen-Âge? Il ne dispose pas ni de déclarations sociologiques, c'est-à-dire qu'il pourrait être participer dans une enquête, mais il dispose surtout des témoignages des adversaires. C'est la justice qui disait de quelle façon la société organisée doit combattre les dangers du vagabondage, comment on doit interdire le non-travail. Et tout d'un coup, je découvrais donc ceux qui ne travaillaient pas parce qu'ils ne trouvaient pas de travail, ou bien parce qu'ils
refusaient de travailler. Le passage d'un document judiciaire à l'existence humaine n'est pas facile. Ce que je savais, ce que je pouvais savoir par les documents, c'est que la société ressentait comme un danger l'existence des gens qui refusaient de participer dans la division du travail, pour employer un terme savant. Et la question que l'historien se pose, pourquoi ces pauvres vers étaient ici dans les rues en refusant de travailler? D'abord parce que c'était les immigrants venus de la campagne et qui refusaient ou ne pouvaient pas passer par ces canaux de socialisation qui étaient à l'époque l'apprentissage dans les métiers, ou bien qui trouvaient tout d'un coup une possibilité de vivre d'une façon facile, de gagner beaucoup d'un seul coup, par une action criminelle, par un vol, ou bien par un travail saisonnier. En fait, les crimes et le travail saisonnier faisaient partie de l'existence de ces gens dont les traces je retrouvais dans les registres judiciaires. Il m'est difficile en quelques mots présenter ces milieux sur lesquels j'ai travaillé pendant de longues années, mais ce que je voudrais ajouter à cette fresque rapide, c'est qu'il y avait une sorte de crime organisé, nous disons, dans la société moderne. Ce crime organisé, c'était le groupe utilisant le langage des milieux criminels, c'est-à-dire l'argot, le jargon, comme on le disait au XVe siècle. L'emploi du jargon allait ensemble avec l'emploi des outils du vol spécialisés, des outils professionnels. Et ce milieu-là avait aussi une sorte de topographie. C'était un milieu fermé, qui s'enfermait par lui-même dans certains ghettos qu'on appelait les cours des miracles. Pourquoi les cours des miracles? Parce que c'est dans cet endroit-là que s'opéraient les miracles. Qu'un homme sain devenait tout d'un coup boiteux, malade, gravement malade de paralysie ou d'autres maux médiévaux. Pour obtenir une aumône, pour mendier, il ne suffisait pas d'être pauvre. C'était l'opéra de 4 sous au Moyen-Âge. C'était l'opéra des 4 sous au XIVe siècle. Et je crois que Paris, par le fait que c'était la grande ville et peut-être la plus grande ville médiévale, présente ce crime organisé où la mendicité contrefaite, côtoyée avec le crime et aussi avec le travail. Le monde du travail était imprégné du crime, et on peut dire que la notion que l'historien et le démographe, M. Louis Chevalier a employé à propos de Paris du XIXe siècle, classe laborieuse et classe dangereuse, correspondait très bien à cette population parisienne de la fin du Moyen Âge. Vous avez eu l'impression que, nous parlions de Louis Chevalier pour le XIXe siècle, que pour la fin de l'époque moderne, Arlette Farge a repris un peu ces travaux que vous aviez lancés pour le Moyen Âge? Ah oui, dans des études absolument fascinantes, et en disposant d'une documentation beaucoup plus riche que celle que je pouvais trouver pour le Moyen Âge. Pour le XVIIIe siècle, il y a d'abord des archives de justice qui sont plus riches, bien que Paris dispose des archives de justice les plus riches pour l'époque médiévale, pour en Europe. Mais pour le XVIIIe siècle, il y a d'une part donc les archives de justice, il y a les archives hospitalières, et il y a aussi les descriptions littéraires. Il y en a peu pour le Moyen-Âge. Louis-Sébastien Mercier. Voilà. Moi, je ne disposais pas de Sébastien Mercier, je disposais tout de même de François Villon. Écoutez, Bronislaw Guérec, merci beaucoup.